Chapitre 10. Ni tout blanc, ni tout noir. Nous sommes nombreux à nous intéresser à ce que ressentent les animaux. Mais la plupart du temps, cet intérêt se limite à certaines espèces et excepte notamment celles qui nous paraissent dangereuses ou qui nous répugnent. À quoi peuvent bien servir les tiques ? On me pose souvent cette question et elle m'étonne toujours. Car je ne crois pas que chaque animal ait une fonction spéciale dans l'écosystème. Vous trouvez cela étrange de la part d'un forestier ? Selon moi, c'est au contraire une façon de respecter chaque créature comme il se doit. Mais n'allons pas trop vite. Commençons par d'autres exemples. Pourquoi pas celui des guêpes ? Ces insectes, qui forment des colonies, peuvent être très agaçants en fin d'été, et moi aussi j'ai fini par en avoir ma claque des piqueuses à rayures. À moins que je leur ai gardé rancune depuis un incident de jeunesse. Je pédalais à vive allure pour aller à la piscine quand une guêpe volant en sens inverse vint se ficher entre mes lèvres sous l'effet de la vitesse. Je pinçai la bouche, mais ne pus l'empêcher de me piquer à plusieurs reprises, telle une machine à coudre. Ma lèvre inférieure enfla aussitôt, presque à en éclater, ce qui me fit vraiment peur. Sans compter qu'à cet âge-là, on manque déjà un peu d'assurance, alors se retrouver défiguré. Bref, autant dire que depuis ce jour, je ne porte plus vraiment les guêpes dans mon cœur. L'un ou l'autre d'entre vous a peut-être vécu un épisode semblable. En tout cas, tous les répulsifs et autres pièges en vente dans le commerce n'ont rien de surprenant. Telles ces structures de verre en forme de cloche que l'on remplit de solutions sucrées pour attirer les guêpes et les noyer. Cela a l'air cruel et ça l'est. Mais les insectes qui piquent étant considérés comme inférieurs, les scrupules ne sont pas de bon ton. Changement de décor. Nous voici à présent dans un chou blanc, poussant sur la plate-bande d'une collègue. Ses feuilles charnues accueillent en nombre les chenilles dodues de la pierrite du chou. Elles aussi sont des nuisibles, qui trouent les feuilles jusqu'aux nervures. Ma collègue nous a demandé conseil, et Myriam et moi avons pu l'aider. Nous avions eu de bons résultats avec de l'huile de neem les années précédentes. Cet insecticide écologiquement irréprochable, autorisé dans les exploitations biologiques, nous a permis de sauver nos têtes de chou jusqu'à la récolte. Mais nous n'avons finalement pas eu l'occasion de tester l'huile sur la plate-bande. C'est là que les guêpes entrent à nouveau en jeu. Elles se jetèrent sur les chenilles, les réduisirent en morceaux et les transportèrent jusqu'à leur nid pour leur couvain affamé. En moins de 2, plus de sales bestioles sur la plate-bande. Et nous avons observé la même chose chez nous, à la maison forestière. Le fléau estival des guêpes protégea des chenilles nos rangs de choux. Alors, nuisible la guêpe ? Des étiquettes semblables ont été collées à la plupart des animaux de nos jardins. Mésanges, utile, mange les chenilles. Hérisson, utile, mange les limaces. Limaces, nuisible, mange la salade. Puceron, nuisible, suce les plantes. Encore heureux qu'à chaque nuisible correspondent des animaux utiles qui le contiennent. Mais compartimenter ainsi la nature suppose nécessairement 2 hypothèses. Il faut premièrement que le monde ait été créé selon un plan parfaitement conçu, où tout se coordonne et s'équilibre. Deuxièmement, que son créateur ait fait ce monde dans le seul but de satisfaire les besoins de l'homme. La question de savoir à quoi sert une tique est on ne peut plus logique dans une telle vision du monde. Mon propos n'est pas de dénoncer ces classifications, diffusées après tout par les associations de protection de la nature qui favorisent les animaux dits utiles en leur construisant des abris. Mais la nature se laisse-t-elle vraiment mettre dans de telles cases ? Dans laquelle alors serions-nous rangés ? Je pense plutôt que si la vie qui trépide à l'infini de millions d'espèces s'est si bien équilibrée, c'est parce que celles qui sont trop égoïstes et exploitent sans vergogne les ressources communes déstabilisent l'écosystème, puis le transforment, lui et ses habitants, de manière radicale. C'est ce qui s'est passé il y a quelques 2,5 milliards d'années.
À cette époque, beaucoup d'espèces étaient anaérobies, c'est-à-dire qu'elles vivaient sans consommer d'oxygène. Notre indispensable gaz respiratoire était un pur poison pour la vie d'alors. Et puis un jour, des cyanobactéries ont commencé à se répandre à toute vitesse. Elles se nourrissaient par photosynthèse et rejetaient un déchet dans l'air, l'oxygène. Il fut d'abord absorbé par des roches contenant par exemple du fer, lequel rouilla. Puis l'excédent finit par être tel que l'air en accumula toujours plus, jusqu'à ce qu'un seuil mortel soit finalement dépassé. Beaucoup d'espèces disparurent et le reste apprit à vivre avec l'oxygène. Nous sommes en fin de compte les descendants des créatures qui se sont adaptées. Des ajustements minimes ont lieu tous les jours. Ce que nous concevons comme un bon équilibre entre proie et prédateur, par exemple, est en réalité un rude combat qui compte beaucoup de perdants. Quand un lynx parcourt son immense territoire, c'est qu'il a envie de manger un chevreuil. À défaut d'être un bon sprinter, le félin doit miser sur l'effet de surprise. Sont particulièrement faciles à attraper les herbivores imprudents qui ne se doutent de rien, la présence de grands félins ne s'étant pas encore ébruitée parmi eux. Le lynx peut déguster un chevreuil par semaine, mais seulement tant que les autres n'ont pas été avertis. Car alors, c'est la panique dans la forêt au moindre craquement, et même les animaux domestiques sont sur leur garde. Un collègue m'a raconté que son chat est le premier à signaler la présence d'un lynx dans son district. À en croire le forestier, dans ces cas-là, son tigre de salon n'ose plus sortir. Comment le chat a-t-il eu vent du lynx ? Ça, il n'en a aucune idée. Peut-être est-ce le comportement de l'ensemble des proies potentielles qui fait naître dans la forêt une sinistre atmosphère de méfiance. Quoi qu'il en soit, le résultat est que le lynx réussit de moins en moins souvent son coup et doit partir plus loin. Ce n'est qu'à des kilomètres de là, dans un nouveau secteur peuplé d'insouciants, qu'il pourra à nouveau chasser sans difficulté. Mais si trop de lynx fréquentent la même zone, il finit par ne plus y avoir de proie naïve du tout. L'hiver en particulier, quand les températures baissent et que les besoins en énergie s'élèvent en conséquence, nombreux sont les lynx qui meurent de faim, notamment les jeunes sans expérience. On pourrait aussi dire que la population se régule toute seule, mais ce sont tout de même des êtres vivants qui meurent, et de façon plutôt cruelle. La nature n'est pas un meuble à casier. Il n'existe pas d'espèce fondamentalement bonne ou mauvaise, comme nous l'avons déjà vu à propos de l'écureuil. Il est cependant plus facile à ce dernier qu'à la tique d'éveiller notre compassion, ou au moins notre intérêt. Et pourtant, cette minuscule créature repoussante a elle aussi un ressenti qu'il est possible de prouver empiriquement, du moins en ce qui concerne les sensations toutes simples comme la faim. Car ce n'est que lorsque son estomac gargouille que le petit arachnide a une folle envie de sang de mammifère. Il doit être désagréable d'avoir l'estomac vide, surtout s'il n'a pas été rempli depuis une petite année, laps de temps maximal que peut tenir la tique entre deux repas. Si un gros animal arrive d'un pas lourd, elle perçoit les secousses et sent également la sueur, entre autres effluves malodorants. Aussitôt, elle tend ses petites pattes de devant. Avec un peu de chance, elle pourra s'accrocher au corps ou aux pattes qui passent et accompagner sa nouvelle monture. Puis elle rampe jusqu'à une région cutanée fine et bien chaude où elle plante ses dents. À l'aide de son rostre, elle s'ancre dans la lésion et boit à petites gorgées le sang qui en sort. Le petit vampire peut ainsi grossir jusqu'à atteindre le volume d'un pois. Il traverse 3 stades de mue, avant lesquels il lui faut chaque fois trouver une nouvelle victime afin de faire des provisions. Ce pourquoi il peut mettre jusqu'à 2 ans à devenir adulte. Quand c'est enfin fait, le mâle et la femelle, plus grosses que lui, ont tellement sucé de sang qu'ils en éclateraient presque. Il ne manque plus que le final. Le mâle doit s'accoupler, ou plutôt veut s'accoupler. Comme nous, il est mu par des instincts, avide de trouver une partenaire pour s'agripper à elle et saisir sa chance.
Puis, et le parallèle heureusement s'arrête là, il meurt. La femelle vit encore assez longtemps pour pondre jusqu'à 2000 œufs avant d'expirer à son tour. Chez les mammifères, nous qualifierions de dévoués des animaux pour qui le summum du bonheur, ou plutôt, parce qu'on ne peut prouver pour l'instant qu'ils en ressentent, le couronnement de la vie, consiste à faire voir le jour à des milliers de petits avant de mourir d'épuisement. Mais pour l'heure, les hommes, hélas, n'éprouvent envers les tiques rien d'autre que du dégoût.